Donc avant de faire l'exercice méthode 3, je vais revenir sur le théorème des valeurs intermédiaires et j'enchaînerai avec le théorème de la bijection qui est l'exercice 3 et l'application du théorème de la bijection. Donc le théorème des valeurs intermédiaires, c'est un théorème qui concerne les équations. Et ça, c'est important de comprendre, les équations du type f de x égale k, comme vous le voyez ici. Le théorème donc, des valeurs intermédiaires nous dit que cette équation-là, f de x égale k, elle admet au moins une solution. Et attention, elle dit juste ça, elle ne donne pas de solution, elle ne donne pas les solutions qui vérifient f de x égale k, elle dit juste qu'il y en a au moins une, c'est-à-dire une solution ou plus. Et pour avoir un tel résultat, il y a une hypothèse qui est importante, c'est l'hypothèse de continuité. Donc ici, la fonction, elle est continue. C'est ce qui va permettre donc de garantir qu'il y a au moins une solution sur l'intervalle AB. Pour illustrer donc le théorème des valeurs intermédiaires, donc on va regarder donc la fonction qui a été donnée associée à ce théorème. Vous avez donc, on donne une fonction continue, cette fonction elle est bien continue puisque lorsque je trace la courbe, je ne lève jamais le crayon, donc elle est continue, ce qui est essentiel. Ensuite, je prends deux éléments de l'intervalle sur lequel la fonction est définie. Par exemple, je prends donc ici un élément A qui vaut 0, l'élément B qui vaut 4. Ici, vous avez f de A, l'image de A c'est égal à 1. Ici, vous avez l'image de B qui vaut 5. Et le théorème, il dit que si je prends une valeur K comprise entre 1 et 5, entre f de A et f de B, l'équation f de x égale k, elle admet au moins une solution. Ici, on voit d'ailleurs que dans le schéma qui a été mis, il y a une seule solution. Mais il peut y en avoir plus qu'une. Mais il y en a au moins une. Il n'y aura jamais zéro solution. Donc, par exemple, si je prends un k ici, par exemple, à ce niveau-là, là, je prends une valeur k, elle est bien comprise entre f de A et f de B. Et si je regarde les solutions, donc les valeurs comprises entre A et B, telles que f de x est égal à k, là, il y en a 3. Il y en a bien au moins une, puisqu'il y en a 3. C'est une ou plus. Donc là, vous avez une solution, par exemple x1, là, vous avez une valeur x2, et là, vous avez une valeur x3. Donc ce théorème nous dit juste que lorsqu'une fonction est continue, et que je prends donc une valeur k comprise entre f de A et f de B, l'équation f de x égale k admet au moins une solution. Et la remarque qui suit, l'hypothèse de continuité est essentielle ici, parce que si la fonction n'est pas continue, le théorème n'est pas vérifié, c'est-à-dire que l'équation f de x égale k peut ne pas admettre de solution. Donc voici l'exemple qui a été choisi. Ici, là, vous avez une fonction non continue, puisque lorsque je trace la courbe, je dois lever le crayon. Et ensuite, vous voyez bien que ici, si je prends un k compris entre 2 et 3, donc je rappelle quand même le contexte. Là, vous avez A par exemple qui vaut 0, là vous avez B qui vaut 4, là vous avez f de A, toujours qui vaut 1, f de B qui vaut 5. Et donc si je prends un k, une valeur k comprise entre 1 et 5, entre f de A et f de B, là je prends ce cas-là bien choisi, là, ici entre 2 et 3, je vois que l'équation n'admet pas de solution. Donc vous voyez bien que l'hypothèse de continuité, elle est importante pour donner l'existence d'au moins une solution. Donc ce théorème, on ne va pas forcément l'appliquer dans l'état, puisqu'il nous dit juste au moins une solution. Nous, on voudrait quelque chose de plus précis. Et pour avoir quelque chose de plus précis, il faut donc ajouter des hypothèses. Donc bien sûr, il faut la continuité, mais il faut ajouter d'autres hypothèses pour avoir un résultat plus précis. Et donc c'est là qu'intervient, qu'on va utiliser donc, le théorème de la bijection, le théorème 6. C'est même ce qu'on appelle un corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, puisque sa démonstration utilise le théorème donc, des valeurs intermédiaires. Que nous dit le théorème des fonctions, le théorème de la bijection? Donc ici, maintenant, on a besoin du théorème de continuité. D'accord, ici, il faut une fonction continue. Mais il faut aussi une fonction strictement monotone. D'accord? Je rappelle qu'une fonction monotone, c'est une fonction qui est soit croissante, ou alors elle est décroissante sur l'intervalle. Et strictement, il faut donc que donc dans les inégalités, c'est-à-dire strictement, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de, si on regarde graphiquement la courbe, il n'y aura jamais de petits plats comme ça. Tout est donc toujours strictement croissant comme ça, ou alors strictement décroissant. Mathématiquement, ça se schématise comme ça. Si vous donnez deux éléments x, xy et que x est strictement plus petit que y, si la fonction est strictement croissante, l'image de x est strictement plus petit que l'image de y.
ça c'est une fonction croissante. Et sinon, décroissante, c'est que l'image de x, ça va changer l'ordre donc de départ, elle sera strictement supérieure à f de y. D'accord? Dans ce cas-là, ça c'est le cas d'une fonction croissante, ça c'est le cas d'une fonction strictement décroissante. Bon, ça c'est pas forcément important. Donc le théorème de la bijection, comme le théorème des intervalles intermédiaires, ne donne pas de solution, mais par contre, il est plus précis puisqu'il dit qu'il y a, et ça c'est important, ici ça a son importance, par rapport au théorème des valeurs intermédiaires, il donne une unique solution ou une seule solution. Donc si vous avez, mettez en fluo bien une seule solution, ici, une seule solution, d'accord? Contrairement au théorème des valeurs intermédiaires qui donnait au moins une solution, le fait de rajouter l'hypothèse de la stricte monotonie me donne le fait qu'il y ait une seule solution. Et comme dans le théorème des valeurs intermédiaires, on n'a pas du coup, elle ne donne pas la solution, quelle est la valeur de la solution, mais seulement l'existence. On peut étendre les résultats qu'on a obtenus dans le théorème des valeurs intermédiaires et dans le théorème de la bijection sur des intervalles du type AB ou avec des types aussi avec des infinis, A plus l'infini, moins l'infini B. Donc ça marche également dans cette situation-là. Maintenant, on va passer donc à ce qui nous intéresse, c'est donc le théorème, l'exercice méthode 3. On va appliquer le théorème de la bijection. Donc ce que je voulais que vous fassiez, c'est que donc vous recopiez sur votre cours donc l'exercice méthode 3. Et on en reparlera après les vacances. Alors, vous avez une fonction f. Ici, f de x égale x plus 2, facteur d'exponentielle moins x. Et justement, quand vous avez ce genre de question, de montrer que l'équation f de x égale 1 admet une unique solution, quand vous voyez ça, c'est une équation du type f de x égale k, ici k vaut 1, et admet une unique solution, d'accord, alpha. Donc là, lorsque vous voyez ce genre de type de question avec une équation du type f de x égale k et qui admet une unique solution, il faut penser à utiliser le théorème de la bijection, d'accord. En tout cas, pour le bac, ce sera à 99% le cas. Donc pour ça, évidemment, en général, ce genre de questions, elle intervient dans un exercice beaucoup plus grand, avec plein de questions intermédiaires. Là, j'ai pas mis les questions intermédiaires, mais on va faire ça ensemble. Donc ici, au passage, je rappelle que il y a deux questions faites dans cet exercice méthode. Il y a un qu'il faut démontrer que l'équation f de x égale 1, elle admet une unique solution. Et de deux, il faudra donner une valeur approchée à 10 moins 1 près. Pour ça, on a besoin d'étudier les variations de la fonction f. Puisqu'on va appliquer le théorème de la bijection, on a besoin donc de la monotonie de la fonction et la continuité aussi d'ailleurs. Alors, je vais donc, comme j'ai besoin des variations de la fonction, je vais étudier donc des variations à l'aide de la méthode classique. Donc, je dérive, j'étudie le signe de la dérivée. Le signe de la dérivée me donne les variations et après on verra la suite. Alors la dérivée f, je vous rappelle, donc elle est du type u fois v, f. Donc f' c'est u'v plus uv'. Donc si là vous voyez, vous recopiez sur votre cours donc la dérivée. La dérivée ici, donc là pour commenter pour ceux qui ont du mal, donc ici je vous rappelle que u c'est donc x plus 2. La dérivée de u c'est bien sûr 1. V ici c'est exponentielle de moins x et sa dérivée, ça vous avez souvent du mal, c'est simplement moins exponentielle de moins x. Je rappelle la formule, hein, exponentielle de w, c'est w'. Donc là, je dérive devant, ici je dérive moins x, la dérivée c'est 1, c'est moins 1 si vous voulez. Et après, dans l'exponentielle, il reste exponentielle de w. Donc j'applique ça, là vous avez u' v plus u v'. Donc ce fameux moins là, pour éviter cette écriture un peu lourde, je vais donc le mettre plutôt ici, d'accord? Et j'ai cette écriture-là, et souvent, donc, puisque je dois étudier le signe de la dérivée, je vais factoriser, puisqu'il me reste à chaque fois des exponentiels, d'accord? À chaque fois, quand je dérive, il y a toujours l'exponentiel de moins x qui reste, donc je vais le factoriser. J'obtiens donc, une fois que j'ai simplifié, j'obtiens l'expression qui est ici. Maintenant, il y a plusieurs choix. Ici, on peut garder cette expression, ou alors on pouvait aussi... moi j'aurais plutôt fait comme ça, mais là je vais prendre un cadre plus général, j'aurais pu tout simplement écrire moins, je factorise par moins 1 de chaque côté, dans la petite parenthèse, ça fait moins x exponentielle de x plus 1. Bon, ça c'est une autre méthode, mais bon, c'est pareil, je vais garder, admettons, cette méthode-là, je lui garde moins x moins 1 pour l'exercice méthode. Alors,
une ligne pour chaque facteur, une ligne donc pour le produit qui est la dérivée, et une dernière ligne pour les variations de la fonction. Donc ici, vous savez que la fonction exponentielle, quel que soit ce qu'il y a dans l'exponentielle, l'exponentielle est strictement positive, donc il n'y a pas de valeur annulante. Là, c'est donc une fonction affine du type ax plus b. La valeur annulante, ou plutôt on dit la racine de moins x moins 1, c'est de moins x moins 1, c'est moins 1, d'accord? Ça vaut 0. On est du signe de a à droite du 0. Ok, ici a vaut moins 1, d'accord, du coup, d'où le moins ici. Après, on fait la règle des signes d'un produit, donc vous avez le signe de f' et le signe de f' donne les variations de f. Évidemment, on rajoute toujours les limites lorsqu'elles sont de... Souvent, on vous demande de les calculer plus haut. Déjà, dans un premier temps, où on calcule l'image de moins 1. L'image de moins 1 ici, c'est E, c'est-à-dire E puissance 1, d'accord? Je vous rappelle que ça vaut environ... C'est une constante, E, qui vaut à peu près 2,7. On peut être précis, 2,7182. Après, on va mettre les limites. Alors, on va commencer par la limite la plus simple, c'est la limite en moins l'infini, puisqu'il n'y a pas de forme indéterminée. Donc, vous avez, je vous rappelle que f de x, comme vous ne voyez pas l'écran, c'est la fonction qui est x plus 2 facteur de exponentielle de moins x. Donc, la limite de x plus 2 quand x tend vers moins l'infini, bah, c'est moins l'infini. Je vous rappelle que ça fait moins l'infini plus 2, bah, ça fait moins l'infini. Ici, la limite exponentielle de moins x. Donc là, il y a un moins x. On voit que si on remplace le moins x par plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc finalement, ça revient à cette limite-là du cours qu'on connaît, que la limite exponentielle de x est moins x. Vous voyez bien qu'ici, j'ai donc changé de variable au fond. Alors à la place de mettre moins x, j'ai mis x, mais en revanche, x tend plus vers moins l'infini, mais x tend vers plus l'infini. Donc ça, c'est une limite du cours. La fonction exponentielle est tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Et par produit, quand je fais moins l'infini fois plus l'infini, bah avec la règle des signes, bah j'ai moins l'infini. C'est pourquoi ici, là, j'écris moins l'infini. Après, je regarde la limite en plus l'infini. Ici, la limite en plus l'infini, elle est un peu plus difficile, puisqu'il y a une forme indéterminée. Si vous regardez bien, c'est du type plus l'infini fois 0, puisque si je regarde cette fonction-là, le x plus 2 en plus l'infini, ben, ça fait plus l'infini. D'accord. Après là, si je regarde ça en plus l'infini, ça fait exponentielle de moins l'infini. Et je vous rappelle qu'exponentielle de moins l'infini, ça fait 0, en termes de limite, bien sûr. Donc ça fait 0 plus l'infini fois 0. Et ça, c'est une forme indéterminée. En général, quand il y a une forme indéterminée, on factorise, pardon. Ici, c'est déjà factorisé. Donc on va plutôt développer. Des fois, il faut développer. Et on va savoir ce qui se passe lorsqu'on développe. Il y a que ça qu'on peut faire, donc on va développer. Ici, je développe, et je me retrouve avec des moins x ici, voilà. Et ce que je vais faire, là, je sais que je suis limite en plus l'infini, et je vais essayer de me ramener à ce qu'on appelle aux croissances comparées. Donc petit rappel, ici, d'ailleurs, exponentielle de moins x, en fait, ça peut s'écrire 1 sur exponentielle de x, d'accord? Donc c'est ce que je fais ici, là il y a 1 sur 1 exponentielle de moins x ici, je transforme en 1 sur exponentielle de x. Lui, par exemple, pour sa limite, j'étais pas obligé de faire ce que je vais faire là, mais j'aurais pu écrire ce que j'ai écrit là, mais voilà, ce que j'ai écrit ici. Mais je vais vous montrer une autre manière de faire, pour que peut-être que vous comprenez mieux. Donc ici, là, j'ai aussi transformé exponentielle de moins x en 1 sur exponentielle de x. J'ai simplifié. Et ce qui m'intéresse, c'est que maintenant, j'obtiens ceci. Là, ici, là. Ça ressemble énormément à une croissance comparée, sauf que le numérateur et le dénominateur sont inversés. Je vous rappelle, la limite de la croissance comparée, c'est que l'exponentielle de x sur x, et quand x tend vers plus l'infini, est égal à plus l'infini. Ça, c'est la limite du cours. On a bien plus l'infini, là, comme limite, donc ça, c'est bon. Ça y ressemble, mais c'est pas totalement ça, puisque les rôles sont inversés. Et comme les rôles sont inversés, ben, ce que je vais faire pour faire apparaître la croissance comparée, c'est d'écrire que x sur exponentielle de x, c'est 1 sur exponentielle de x sur x. Et là, vous avez donc vous faites apparaître une croissance comparée. Donc ce que je vais faire, je vais parler du cours. Donc la limite d'exponentielle de x sur x, c'est égal à plus l'infini. Et j'ai obligé de rajouter ça dans mon corrigé, donc d'après les croissances comparées. D'accord ? Ok. Et la limite d'exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini, donc il y a une erreur ici, donc plus l'infini, c'est plus l'infini.
Donc si on fait donc maintenant, là on va prendre les inverses de chacun des deux. On va faire 1 sur l'infini plus 1 sur plus l'infini. Donc en passant par passage à l'inverse, donc c'est un quotient, 1 sur ceci. Et après on fait la somme des deux. On a donc 1 sur l'infini plus 1 sur l'infini, ça fait bien 0. Donc ceci vient du fait que j'écris 1 sur plus l'infini, qui fait 0, plus 1 sur plus l'infini, qui fait aussi 0. Et 0 plus 0 n'est pas une forme indéterminée, ça fait bien 0. Donc du coup là, je peux compléter le tableau, mettre la limite de f en plus l'infini. Au passage, comme ici c'est 0, on a une asymptote horizontale d'équation y égale 0. On ne s'est pas demandé ici, mais je fais quand même cette petite remarque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je vais appliquer le théorème de la bijection. Et je rappelle le théorème de la bijection. Il dit qu'il faut une fonction monotone, donc continue d'abord, pardon, et strictement monotone, c'est-à-dire soit strictement croissante ou strictement décroissante sur un intervalle donné. Si on relit bien la question posée par l'exercice méthode 3, on veut des solutions sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et ça, c'est important. Il faut bien lire l'énoncé. Donc on veut des solutions sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc moi mon tableau il est sur l'intervalle 0 plus moins l'infini plus l'infini. Donc maintenant si j'efface un peu pour que ce soit plus clair. Hop. Si maintenant je regarde donc, sur 0 plus l'infini. Le 0 plus l'infini, il faut comprendre c'est qu'il est ici. Donc là vous avez 0 ici plus l'infini. Ok. Et plus l'infini ici. Donc je vais appliquer donc le théorème des valeurs intermédiaires sur l'intervalle 0 plus l'infini. C'est pour ça que là j'écris sur 0 plus l'infini. Alors il faut vérifier les hypothèses du théorème de la bijection. Donc f est continue, ça c'est important, il faut le justifier. Avant on disait qu'elle est continue par exemple par somme ou produit ou quotient de fonctions continues. Mais grâce au théorème 4, on peut aller encore plus vite, d'accord ? On peut carrément dire que f est continue parce qu'elle est dérivable, d'accord? Une fonction, elle est continue. Enfin, si on a le fait qu'une fonction est dérivable, on sait automatiquement qu'elle est continue. Donc, ici, comme on a dérivé d'ailleurs pour avoir le tableau de signes, c'est que forcément la fonction, elle est dérivable. Donc, comme elle est dérivable, elle va pouvoir me dire que la fonction est continue. Cela dit, vous pouvez toujours écrire que f est continue ici par produit de fonctions continues. Vous avez un polynôme, c'est continu, fois une fonction exponentielle, c'est continu. Vous pouvez aussi écrire ça, mais c'était pour vous montrer qu'il y avait d'autres manières de prouver la continuité d'une fonction sur un intervalle donné. Ensuite, d'après le tableau de variation, f est donc strictement décroissante, d'accord? Donc j'ai oublié de marquer, donc f est strictement décroissante d'après le tableau de variation. Ok. Et chose importante, il faut que, ici on est donc, je vous rappelle qu'on essaye de résoudre l'équation f de x égale k, ici le k qui vaut 1, et il faut montrer que ce fameux k, donc ici 1, il est dans l'intervalle image, c'est-à-dire que l'intervalle image de 0 plus l'infini, vous voyez bien que l'intervalle image de 0 plus l'infini, c'est donc l'image de 0, si vous regardez l'image de 0 par la fonction f, là si vous remplacez x par 0, ça fait donc 0, ça fait donc 2, d'accord? Donc vous voyez bien que l'intervalle image, vous avez l'intervalle 0 plus l'infini ici, vous avez 0 plus l'infini, son intervalle image c'est l'intervalle 0, 2, parce que je commence par le plus petit, c'est l'intervalle 0, 2. Et j'ai bien que 1, l'élément 1, il est bien, donc il appartient bien à l'intervalle image. 1 est bien compris entre 0 et 2. Et d'ailleurs, et du fait qu'il y a la continuité, donc là vous allez le voir, c'est que forcément si 1 est compris entre 0, comme 1 est compris entre 0 et 2, forcément il y a un antécédent à 1 qu'on va noter alpha. Donc c'est pour ça que la 1 c'est important, il appartient à l'intervalle image, ça aussi c'est donc important. Ainsi, pour appliquer le théorème de la bijection, vous avez 3 arguments à donner. 1, l'argument de continuité, 2, l'argument de stricte monotonie, et 3, que le fameux k, ici k vaut 1, il est bien sur l'intervalle image de l'ensemble de départ qu'on utilise. Et si on a ces 3 arguments-là, ces trois hypothèses, on peut appliquer le théorème de la bijection et dire que l'équation f de x égale 1 admet une unique solution sur, attention, l'intervalle 0 alpha. Ce qui n'est pas vrai en fait sur R tout entier. Vous voyez bien que là, on peut glisser, on peut trouver 1, il est bien compris entre moins l'infini et e, là.
Là, il y a une autre solution, mais on n'est plus sur... maintenant, je mettais alpha prime. Ici, on n'est plus sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc là, je me concentre juste sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ça, voilà, comment on conclut? Donc les arguments sont importants. Maintenant, on vous demande une valeur approchée de alpha à 10 puissance moins 1 près. Mais là, il faudra utiliser la calculatrice. On n'aura pas de valeur exacte, on ne peut qu'avoir une estimation de la solution de l'équation f de x égale 1. Et pour ça, prenez vos calculatrices. Donc, par exemple, moi j'ai pris la Numbers, que vous voyez à l'écran. Et ici, par exemple, vous avez la fonction que j'ai tracée, hein, donc grâce à... mince, je vais y arriver. Ok. Mince. Ici, c'est la fonction que j'ai rentrée. Là, vous avez donc le graphique. Et vous voyez bien que la solution f de x égale 1, il y a bien une solution ici négative, là, que je vous montre ici, et il y a bien une solution positive ici. Ah oui, j'ai oublié. Hop. Donc là, j'ai bien une solution qui est à ce niveau-là. Sous la Numbers, d'ailleurs, vous pouvez utiliser ici, que vous voyez à l'écran, le menu calcul, et ici, par exemple, vous mettez 1, et automatiquement, vous avez une valeur approchée. Vous pouvez dire donc à 10 puissance moins 1 près, alpha c'est ici, vous voyez donc à l'écran, c'est 1,1. Puisque là il y a un 4 qui suit, donc si je prends un chiffre après la virgule, une valeur approchée à 10 puissance moins 1, c'est 1,1. Donc si vous n'avez pas donc une numérique, on peut souvent ce qu'on fait c'est par balayage, c'est-à-dire qu'on va prendre un tableur. Vous voyez là je prends le tableur. D'abord, avant de prendre le tableur, je regarde que je vois que la solution est entre 1 et 2. Donc je ne vais pas prendre un intervalle très grand entre 1 et 2. Donc ce que je fais sur la numérique, je regarde le tableur, je me règle, je vais régler l'intervalle. Vous voyez là j'ai pris entre 1 et 2. Je me donne un pas, donc j'avance de 0,1 ou 0,1 ou même 0,01. Là j'ai choisi plus précis. Je pourrais changer et mettre 0,1, ça marche aussi. Je valide, donc je valide tout, je valide. Et ensuite j'ai le tableau. Et donc, vous voyez bien qu'à un moment donné, quand je descends, à un moment donné, je vais basculer, vous voyez là, entre une image qui est plus grande que 1 et une image qui est plus petite que 1. Mais ça veut dire que finalement, alpha, il est compris entre 1,14 et 1,15. D'accord? Autrement dit, si je veux arrondir après à 10 puissance moins 1, bah ici, je vais garder 1 puisque alpha est en dessous de 1,15. C'est pour ça que lorsque vous rédigez, vous pouvez tout simplement écrire avec la calculatrice par balayage, vous donnez ça. Donc ensuite, j'ai pas oublié de conclure, donc à 10 puissance moins 1 près, alpha, vu qu'il est en dessous de 1,15, donc finalement, on a que c'est à peu près 1,1. Évidemment, on peut avoir une meilleure approximation, d'accord? On pourrait dire que c'est, si on demande à 10 puissance moins 2, il suffirait donc d'être plus précis au niveau du réglage de l'intervalle, ok? Donc ici, si vous voulez, je peux même mettre 0,001, d'accord? Je pourrais même mettre 0,001. Et c'est pareil, je vais donc avoir un intervalle plus précis. Regardez là, si je défile, quand est-ce que je bascule entre l'image est au-dessus de 1 et l'image est en dessous de 1, là je vois que... Ah bah non, je suis pas allé assez loin. Je suis pas allé assez loin. Ici... Pourtant je suis jusqu'à 2, donc je vais peut-être aller jusqu'à 1,5 puisqu'on est en dessous de 1,15 pardon. Je vais valider, hop. Normalement ça devrait être un peu mieux, je sais pas. Ah non, ça ne marche pas. Bon. Cela dit, ici avec l'outil graphique, ça me permet de voir ici, grâce aussi à calcul là que vous voyez là, j'ai donc une valeur assez approchée quand f de x égale 1, et donc vous avez un x qui est une valeur approchée, et si vous voulez, à 10 puissance moins 1, à 10 puissance moins 2, à 10 puissance moins 3, vous l'avez là. Cela dit, je vais revenir parce que je pense que je suis mal pris. Je vais donc plutôt partir de 1,4. Ah voilà, c'est ça qui est plutôt intéressant. J'ai mal réfléchi. Puisque je sais qu'il y a après alpha, c'est supérieur à 1,14. Donc je vais plutôt me resserrer entre 1,14 et 1,15.
Et là, normalement, je regarde, voilà, quand est-ce que je bascule entre 0, entre quand l'image est plus grande que 1 et quand l'image est plus grande que 1 et que l'image est plus petite que 1, je regarde derrière et je vois donc qu'on est compris entre 1,146 et 1,147. Autrement dit, donc si je veux arrondir au dixième, je mets 1,1. Si je veux arrondir donc au centième, là comme il y a un 6, ce sera forcément 1,15. Voilà, c'est tout pour l'application donc du théorème de la bijection.